Bientôt, un barrage hydroélectrique au Mali. Il sera construit dans la localité de Kenyi. Coût de réalisation 72 milliards de francs CFA. Le dit barrage va valoriser le potentiel de consommation des Maliens estimé à 1000 MW. Le contrat de construction a été signé ce matin. Autre signature de contrat, cette fois-ci dans le domaine de l'élevage. La Banque mondiale injecte environ 23 milliards de francs CFA dans le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour le Mali. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le thème national cette année est la décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose au Mali. Rachel Tesouké nous en parle au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Le président de la République est arrivé hier soir à Bamako. Je vous rappelle que le chef de l'État, accompagné de son épouse, était en visite d'État à Harare, au Zimbabwe. Une visite qui a permis de renforcer l'axe Bamako-Harare. Les deux présidentes ont en effet réaffirmé leur volonté commune de bâtir une Afrique indépendante, juste et digne. Le chef de l'État, comme vous le voyez sur ces images, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, des membres du gouvernement et des corps constitués. Le président de la République de retour du Zimbabwe. Où il a effectué une visite d'État. Et les deux présidents ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir une Afrique indépendante, juste et digne. Et nous avons ce communiqué du gouvernement dans le cadre du parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le gouvernement de la République du Mali, en concertation avec la médiation internationale élargie, a décidé d'organiser une cérémonie de signature par les autres parties prenantes au processus d'Alger ce samedi 20 juin 2015 au Centre international de conférence de Bamako. Cette cérémonie est placée sous le haut parrainage de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État. Sont attendus pour l'occasion les membres de la médiation internationale élargie, les mouvements partis au processus de paix, les institutions de la République, les représentants des élus, les représentants de la société civile, ainsi que la presse internationale et nationale. C'est demain donc 20 juin qu'aura lieu la cérémonie consacrée à la poursuite du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali par les autres parties l'ayant déjà paraphé. La signature de ce samedi ouvrira une nouvelle étape dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix et de réconciliation. En prélude à cet événement, le Premier ministre a reçu cet après-midi en audience le ministre algérien des Affaires étrangères. Le point, c'est avec Mohamed Diarra. Les Maliens ont de nouveau rendez-vous avec l'histoire ce 20 janvier 2015, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation par la coordination des mouvements de l'Azawad. Cette cérémonie enregistrera la participation de plusieurs pays amis avec en tête l'Algérie, chef de file de la médiation. Et c'est dans cette foulée que le ministre algérien des Affaires étrangères est reçu par le Premier ministre malien. Le Premier ministre Modibo Keïta a joué un rôle clé en sa qualité de haut représentant du président de la République du Mali pour le processus de négociation intermalienne, et nous avons pu, en tant qu'équipe de médiation, nous tourner vers lui, puiser dans sa sagesse et chaque fois compter sur son soutien, parce que nous avons connu des moments difficiles et grâce à Dieu, grâce à la sagesse qui a prévalu, nous avons pu nous frayer un chemin et obtenir un consensus des parties maliennes. Aujourd'hui, comme tous les grands aboutissements, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de satisfaction, mais c'est aussi un moment pour renouveler notre détermination. L'Algérie est particulièrement mobilisée pour apporter sa contribution à l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire du Mali. Cette cérémonie de parachèvement des signatures ouvrira la voie à une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Elle engagera toutes les parties prenantes à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité du Mali. L'accord
est un bon accord puisqu'il contient un certain nombre d'orientations extrêmement importantes. Nous avons également de bons outils qui sont mis en place par l'accord, le comité international de suivi. Et nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre de sa composition, de son fonctionnement, de ses modes opératoires et même d'un siège à Bamako qui symbolisera justement cette présence permanente de la communauté internationale et sa volonté d'aider le Mali à réaliser tous les objectifs inscrits dans cet accord de paix et de réconciliation. Et comme vous savez, qu'il y a une composante importante en matière de développement et d'environnement. Le Premier ministre Modibo Keïta a naturellement salué les efforts de la médiation et par-delà toutes les bonnes volontés qui aspirent à la paix au Mali. Permettez-moi de remercier les autorités algériennes, le président Abdelaziz Bouteflika et toute l'équipe algérienne pour le rôle combien important que cette équipe a joué à la demande du reste du Mali, afin que ce processus puisse continuer de façon imperturbable, malgré les soubresauts, mais nous sommes arrivés sur la rive à bon port. Alors c'était un immense plaisir pour moi de revoir encore mes amis à la veille d'un événement majeur qui va certainement exprimer encore une fois de plus la volonté de toutes les composantes du peuple du Mali de se retrouver et de faire face à l'essentiel, à savoir le développement économique, social et culturel. Ça veut dire que nous sommes comblés. Et tous les acteurs qui également ont pris une part importante à cette aventure avec grand A, dans le sens positif. Voilà. Le mouvement républicain de la plateforme d'Alger du 14 juin 2014 décide de quitter la localité de Ménaka. Ils l'ont fait savoir hier dans une déclaration. Nous vous proposons d'écouter ici Ibrahim Abdoulaye Diallo, l'un des responsables de cette plateforme. Déclaration des mouvements républicains de la plateforme d'Alger du 14 juin 2014. La plateforme réitère sa prédisposition à respecter tous les engagements pris devant la médiation et la communauté internationale. Affirme qu'elle ne saurait constituer un obstacle ni à la signature ni au parachèvement du processus de paix et de réconciliation intermalien. Informe qu'après avoir reçu toutes les garanties de la sécurisation des populations de Ménaka et de leurs biens par le gouvernement du Mali, de la médiation internationale et l'aménagement, l'opinion publique de sa décision de se désengager de la localité de Ménaka, c'est à partir du 19 juin 2015. Toutefois, la plateforme reste vigilante et se tient prête à agir en cas d'atteinte à l'intégrité physique et aux biens des braves populations de Ménaka. Fait à Bamako, le 18 juin 2015. Le porte-parole, Maître Harouna Touré. Les notabilités de la Venise malienne soutiennent l'accord de paix et ne ménageront aucun effort pour sa mise en œuvre. C'est la promesse faite par ces derniers lors du passage de la caravane de la paix à Mopti. Nos envoyés spéciaux sont Mamoudou Sidibé et Barakou Maïga. La conférence des caravaniers à Kangaba et Kouloukouro a permis aux populations de cerner les contours de l'accord. L'accord pour la paix et la réconciliation est l'élément de réponse aux problèmes de développement, de sécurité, voire de paix au Mali. Les localités visitées par les caravaniers ont déjà engagé des actions pour une meilleure appropriation de cet outil précieux. Aujourd'hui, quand vous revenez, comme je l'ai dit, c'est un peu une sorte de feedback par rapport à ce qui a été dit. Les gens, ils se reconnaissent dans cet accord-là parce que ça vient d'eux, contrairement aux autres accords. Cette fois-ci, ça a été vulgarisé, ça a pris une racine, même au niveau des populations, pour qu'on parvienne à un résultat pareil. Cette caravane est une chance à saisir, surtout qu'elle donne l'occasion pour jeter un éclairage sur toutes les zones d'ombre de l'accord. Mieux, elle explique les missions, la composition et les objectifs de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Régionalisation, fédéralisme, on sait aujourd'hui qu'ils ont mis carrément eu carrément la différence, et le satisfait également du fait que désormais, à travers l'accord, les autorités traditionnelles qui sont le vecteur de notre culture, ceux-là qui sont les garants même de notre culture,
sont impliqués dans la gestion de l'accord. En fin d'émission en deuxième région, le parrain de la caravane Azalei Kai Kidal a invité les autorités administratives, politiques et traditionnelles à être les missionnaires du gouvernement au niveau de leurs localités respectives. Voilà, notez que la caravane était plutôt à Koulikoro, la caravane à Azalaya. Place de la République, les députés ont examiné et adopté hier 2 projets de loi de ratification. Il s'agit de la Convention portant création du G5 Sahel ainsi que le protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Le reportage de Nounou Sissoko. Créé en décembre dernier à Nouakchott par la conférence des chefs d'État, le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. L'initiative participe de la volonté des États parties de coopérer afin de faire face aux questions de sécurité et de développement. Le projet de loi de ratification de la Convention portant création du G5 Sahel a été initié par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Les députés présents, sous réserve de la prise en compte de l'amendement et des recommandations formulées par la Commission de la Défense, l'ont adopté à l'unanimité. Le G5 est une nouvelle organisation. Elle réunit des États qui sont concernés par, on va dire, les mêmes fléaux. Donc le crime organisé, le narcotrafic et le terrorisme. La nouveauté dans cette nouvelle institution est qu'elle veut que son socle soit le développement social et économique de ces différents États. Car nous avons fait le constat que plus on est pauvre, plus nous avons des sociétés qui deviennent un terreau fertile pour le terrorisme, où on peut embrigader des jeunes, on peut formater certaines personnes. Mais si on a un certain développement, on ira moins vers ce fléau-là. Le G5 Sahel vise notamment à garantir des conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, à offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations, à allier le développement et la sécurité soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale. Le G5 Sahel dispose déjà d'un ambitieux programme pour atteindre ses objectifs. Le G5 récemment, à travers la réunion des ministres qui s'est réunie du 2 au 6 juin passé, la réunion s'est tenue d'ailleurs à Niamey, ils ont élaboré un programme d'investissement prioritaire qui est chiffré à 7 208 milliards. 7 208 milliards qui est réparti à raison de 199 milliards pour les questions de gouvernance, et 3 365 milliards pour les infrastructures, et 100 milliards pour la sécurité et 2 610 milliards pour la résilience. Autre loi adoptée par l'hémicycle, celle de la ratification du protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Ce projet de loi initié par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale corrige les insuffisances constatées dans l'application de l'ancien protocole. Chaque pays a une délégation de 5 membres. Donc la nouvelle disposition stipule que dans la délégation de 5 membres, et de 5 membres, il faut 2 femmes et 3 hommes. Ou le contraire, 3 femmes. Ça, c'est une innovation. La deuxième innovation, c'est que le Parlement panafricain, avant, avait seulement un pouvoir consultatif. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prendre de décision. C'est juste ils émettaient des avis au niveau de l'Union africaine par rapport à des questions vraiment cruciales lorsqu'il était consulté. Maintenant, il s'agit de déterminer certains domaines où il pourra vraiment prendre des lois. Donc c'est un pouvoir vraiment important qui va lui être conféré. Si le Parlement panafricain délibère avec juste le nombre de parlementaires présents, je pense que si vous voudrez qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait se battre à l'interne pour que la procuration puisse valoir et que le quorum puisse être requis aussi, c'est un problème réglementaire. L'examen du projet de loi relatif à l'assistance médicale à la procréation, ainsi que la proposition de loi portant modification du code domanial et foncier, a été renvoyé à la prochaine session de l'Assemblée nationale pour complément d'information.
Le président de l'Assemblée nationale a offert hier un dîner à la délégation du réseau des parlements africains pour la justice fiscale à mission dans notre pays. Bailey Koné, reportage. Ce déjeuner est donc le lieu d'échanger sur la base de la création du réseau des parlementaires africains pour la justice fiscale. Un réseau qui aura pour mission de créer un mécanisme fiscal stable permettant de relever les défis relatifs à la gestion des ressources minières en Afrique. Les pays membres du réseau ont en partage la détérioration des termes de l'échange, les déficits budgétaires, la pauvreté et les inégalités. Les objectifs de ce réseau, c'est prendre conscience qu'il y a un danger. Nous sommes en train de perdre, l'Afrique est en train de perdre ses ressources de par la mauvaise gouvernance, de par la mauvaise gestion. Il s'agit de s'attaquer à ça, de combattre pour vraiment amener l'indépendance économique. La mise en réseau des parlements renforce la collaboration, l'échange d'expériences, la formulation des stratégies pour asseoir une justice fiscale saine. Nous sommes ici au Mali parce qu'il y a le mal qui mine l'Afrique, qui concerne les flux financiers illicites. Donc les parlementaires africains se sont constitués à réseau pour attaquer ce problème. Nous sommes ici à représentation de beaucoup de pays africains parce que nous avons constaté que nous ne pouvons rien faire sans une union constante. Ce déjeuner a regroupé une quinzaine d'élus des parlements du Burundi, du Niger, du Kenya, du Malawi, du Nigeria, du Tchad, de l'Afrique du Sud et du Mali. Il a été sanctionné par la remise des cadeaux à la délégation. Et sur un tout autre plan, dans les 2 jours à venir, 2 unités de fabrique d'huile raffinée de coton seront implantées en 2e région. Le protocole d'accord relatif au projet a été signé entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et la Société des Grands Moulins du Mali. Les 2 unités créeront 300 emplois directs pour un investissement de 6 milliards de francs CFA. Al-Joumatina, reportage. En apposant leur signature sur ces documents, le ministère du Commerce et de l'Industrie et la Société des Grands Moulins du Mali donnent le ton pour la réalisation de 2 unités de fabrique d'huile raffinée de coton à Koulikoro. Les 2 unités qui s'inscrivent dans le cadre de la démarche qualité répondront aux différentes normes. De quoi se réjouiront les populations de Koulikoro vu l'implantation de cette infrastructure qui permettra de réduire le chômage et fructifier l'économie de la 2e région. Je crois que c'est la première fois pour sûr en République du Mali que quelqu'un va monter une huilerie, pas pour son produit noble, mais pour son sous-produit. Voilà l'ambition de cette unité qui d'abord, à elle seule, va être suffisante pour fournir une matière première d'une autre de nos usines, qui s'appelle l'UAB, qui fait l'aliment Bounafam. Avec ces 2 nouvelles unités, le secteur industriel de notre pays emprunte un dynamisme nouveau, auquel s'attellent les plus hautes autorités. Le protocole d'accord est relatif à la réalisation de 2 usines de production d'huile de coton à Koulikoro. Ces 2 unités auront une capacité de trituration de 60 000 tonnes de graines de coton pour une production annuelle de 12 000 tonnes d'huile. Elles créeront 300 emplois directs pour un investissement de 6 milliards de francs CFA. Ce projet s'inscrit en droite ligne dans le programme du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui vise une croissance forte, créatrice d'emplois et de richesses tirées par la transformation de nos produits agricoles. Le protocole d'accord ainsi signé, les travaux démarreront incessamment, à en croire le chef du projet, et de poursuivre que la production commencera en mars 2016. Signature ce matin de l'accord de financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour le Mali, cité entre le ministre de l'économie et des finances et le directeur des opérations de la Banque mondiale au Mali. Coût de financement du projet environ 23 milliards de francs CFA. Il dure 6 ans et devra contribuer à améliorer la gestion des crises pastorales. Moussa Fani. Cette signature de l'accord de financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel devra améliorer la santé animale et la gestion des ressources naturelles. Dans le cadre de ce projet régional, le Mali bénéficie d'environ 23 milliards de francs CFA pour le développement de l'élevage. Le présent projet a pour objectif d'améliorer l'accès à des moyens de production essentiels, mais également de renforcer les capacités à répondre promptement et efficacement aux crises pastorales ou d'urgence.
toutes les dispositions nécessaires seront prises au niveau du ministère du Développement rural, mais également au niveau des autres structures de l'État, en vue d'assurer la réalisation de cet important programme contribuant à la mise en œuvre de notre politique nationale de développement de l'élevage. Selon les partenaires techniques et financiers, le projet doit accroître les activités de l'élevage d'au moins 30% dans 6 pays du CILSO. Les chefs d'État se sont engagés à prévenir et à atténuer les risques liés à la mobilité du bétail et aux crises alimentaires et nutritionnelles qui surviennent hélas dans les pays du Sahel au rythme des changements climatiques. C'est donc dans ce contexte que la Banque mondiale et ses partenaires et les experts des gouvernements des pays concernés se sont mobilisés pour traduire cette déclaration en réalité. Pour le financement du projet, le Mali participe à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Les 6 pays du CILS couverts par le projet sont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Tchad et le Mali. Toujours en termes de renforcement des capacités de notre pays, une autre signature de contrat. Il s'agit de celle relative à la réalisation du barrage hydroélectrique de Kény d'une valeur de 72 milliards de francs CFA. Le projet portera sur une durée de 4 ans. Compte rendu Isaac Chim. Le Mali n'est Mali que dans la lumière, disait le président de la République. C'est pourquoi l'une des priorités de son gouvernement est la recherche de satisfaction des besoins en énergie. La signature de ce contrat de concession pour la réalisation d'un barrage hydroélectrique de Kény marque une étape importante. Avec une puissance installée de 42 MW, cet aménagement hydroélectrique relève une bonne partie du défi énergétique du pays. Ce barrage hydroélectrique d'une puissance de 42 MW produira une énergie renouvelable au profit des populations maliennes, correspondant à la consommation annuelle moyenne de 175 000 foyers. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de contribuer à travers ce projet à la politique nationale du renforcement des infrastructures de la République du Mali. La signature de ce jeudi fait suite à plusieurs années de travail entre le ministre de l'Énergie et de l'eau du Mali et IFC, International Finance Corporations, membre du groupe Banque mondiale, leader dans le financement d'énergie renouvelable dans les pays émergents. Alors, le groupe Banque mondiale travaille en très bon partenariat avec le gouvernement du Mali. À travers le projet Kény, nous avons déjà mobilisé une société importante comme le groupe Eranov, mais également nous apporterons d'autres financiers qui travailleront à nos côtés avec le gouvernement du Mali pour financer ce projet qui est un barrage important selon la formule des partenariats public-privé. Donc aujourd'hui nous saluons cette réalisation à travers la signature du contrat de concession, mais nous espérons que les choses vont s'accélérer encore pour qu'on puisse commencer la construction le plus vite possible et qu'en fait on puisse délivrer de l'énergie très vite aux populations, aux consommateurs et aux entreprises maliennes. Le gouvernement du Mali s'est dit disposé à mettre tout en œuvre pour l'exécution correcte du projet dont les travaux démarreront en 2016. La mise en service de la centrale est prévue pour 2020. Centrale hydroélectrique au fil de l'eau, elle sera équipée de 3 groupes totalisant une puissance installée de 42 MW, dont 34,5 MW garantis et un productible moyen de 188 GWh par an. Elle est destinée à être raccordée au système électrique interconnecté du Mali, dont elle devra contribuer à la baisse du coût de production de l'électricité. Il s'agit d'un projet de 72 milliards de francs CFA qui ne laisserait pas indifférent le ministre de l'économie que je suis. Il convient de rappeler qu'au-delà de ces aspects, la consommation énergétique globale dans notre pays est bien déséquilibrée, laissant très peu de place souvent aux énergies renouvelables. C'est pourquoi c'est le potentiel énergétique hydroélectrique qui est estimé effectivement à plus de 1000 MW qui sera valorisé davantage, puisqu'au-delà des centrales de Sotiba et de Sélengué, mais aussi Felo et Manantali dans le cadre de l'OMVS, c'est notre parc de centrales hydroélectriques qui se verra enrichi. Kény est situé à 35 km de Bamako sur le fleuve Niger dans la zone de Tienfala. L'ouvrage, dont la première pierre sera bientôt posée, aura les mêmes capacités que le barrage de Manantali. Le Mali a déjà identifié 35 autres sites en plus de Kény.
Le transfert des compétences aux collectivités territoriales est en marche. La 14e réunion interministérielle du comité de pilotage s'est tenue ce matin et c'est Batraoui qui nous en parle. Le transfert des compétences aux collectivités territoriales est un préalable à la réussite de la décentralisation. C'est pourquoi, après 3 années d'interruption, la 14e réunion interministérielle du comité de pilotage du transfert des compétences aux collectivités fait le point de la situation. Occasion pour le ministre en charge de la décentralisation de rappeler les efforts jusqu'ici accomplis dans le processus de transfert des compétences. Jetant un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, je tiens à relever les efforts notables accomplis dans la mise en œuvre d'instructions relatives au transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités, en l'occurrence, ou en soulignant la création des cellules d'appui à la décentralisation de concentration, les CADD, l'élaboration des plans triennaux de transfert de compétences et de ressources, le recensement et l'intégration dans la fonction publique des collectivités territoriales, des agents contractuels de la santé et de l'éducation, l'élaboration des décrets fixant les détails des compétences transférées aux collectivités territoriales. Pour le ministre, ces efforts doivent être soutenus et plusieurs décrets ont été pris dans ce sens. Aussi, les différents acteurs doivent s'impliquer davantage. Chaque département doit s'atteler rapidement à l'exécution des tâches prioritaires, notamment l'évaluation des ressources financières, matérielles et humaines liées aux compétences transférées. Le transfert des ressources humaines des services déconcentrés de l'État aux collectivités territoriales dans les domaines de compétences transférées également. L'élaboration des textes d'application de la loi 96/05/50 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine de collectivités territoriales. La détermination des mécanismes de répartition des 30% des ressources fiscales de l'État à transférer aux collectivités d'ici 2018. Les représentants des départements en charge de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, du développement social, de l'assainissement et du commerce ont pris part aux travaux. Et maintenant, je vous propose de suivre l'adhésion des notabilités de la Venise malienne à la démarche du gouvernement qui est celle de la quête de la paix. La caravane Azalaï était à Mopti. Nos envoyés spéciaux sont Mamoudou Sidibé et Barakou Maïga. Aussitôt arrivés aux environs de 18h à Mopti-Sévaré, les caravaniers se sont lancés dans les activités de mobilisation pour la soirée. Le grand concert qui a suivi a été l'occasion pour le parrain de véhiculer les premiers messages de la paix et de la réconciliation nationale. À la conférence du lendemain, le maire de Mopti, Papa Oumar Batili, dira que Mopti, ville cosmopolite, est un lieu de regroupement avec pour socle l'entente, donc ouverte à la paix. Les notabilités de Mopti, en fin de débat, ont ouvertement apprécié l'accord et ont promis de soutenir sa mise en œuvre. Autant l'élaboration a été difficile, possible, j'avoue, la mise en œuvre risque d'être plus difficile et plus laborieuse si jamais la grande majorité du peuple malien n'avait pas une compréhension unanime des dispositions essentielles de ce texte. Je salue vraiment l'initiative de la caravane qui a permis aujourd'hui, à n'en pas douter, de donner la plus large information à la population de Mopti. Les jeunes de Mopti ont fait remarquer qu'une partie de cette région a souffert de la crise. Ils ont souhaité qu'on porte la réflexion sur l'insécurité résiduelle dans le delta intérieur du Niger. À Djenné, l'étape qui a suivi, les mêmes inquiétudes signalées depuis le lancement de la caravane ont été évoquées. En fin de débat, tous ont reconnu la grandeur et les qualités de notre pays. Un pays de solidarité agissante et de pardon. En lançant son appel, le parrain dira que cet accord est une chance pour le Mali. De Mopti à Djenné, tous ont promis de faire le relais pour une large diffusion de l'information autour de l'accord. Et nous avons ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation les attaques terroristes et odieuses dirigées contre de paisibles et innocentes populations nigériennes dans la nuit du mercredi au jeudi 18 juin 2015, causant la mort de 38 villageois de Lamana et Goumao. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière énergie ces attaques barbares et saisit cette triste occasion pour adresser ses condoléances les plus émues
au gouvernement et au peuple nigérien ainsi qu'aux familles durement éplorées des victimes de cette horreur. Le gouvernement de la République du Mali, tout en formulant des vœux de prompt rétablissement aux blessés, exprime sa solidarité et sa compassion au peuple et au gouvernement frère du Niger, ainsi que sa profonde reconnaissance pour leur soutien multiforme à la sécurisation et à la stabilisation de l'Afrique en général et de notre pays en particulier. Le gouvernement de la République du Mali réitère son engagement ferme à se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement nigérien et de la communauté internationale pour anéantir ces forces maléfiques et lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les travaux de construction du nouveau centre de santé de référence de Djema prendront fin dans un mois. Les responsables de l'entreprise en charge du chantier ont donné l'assurance au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à la faveur d'une visite de terrain. La réalisation de ce centre de santé, je vous le rappelle, a coûté à l'État quelques 840 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux à Djema, Gaussou Touré et nous Sissoko. Les travaux de construction du nouveau centre de santé de référence CCRF de Djema, commencés en 2012, ont connu beaucoup de perturbations suite à la crise sécuritaire. Le dernier délai contractuel a expiré le 15 avril dernier et les responsables de l'entreprise estiment que les travaux à ce jour sont exécutés à 90%. Quand on a fini avec les fondations, on avait une cote assez élevée. Donc on attendait l'avenant pour l'aménagement. Sinon, le bâtiment, on avait fini il y a longtemps. Les travaux ont été exécutés qualitativement et conformément aux prescriptions du cahier des charges. Le seul problème que l'entrepreneur a, c'est comme je dis, c'est un manque de volonté en lui et son organisation. La visite guidée de l'ancien et du nouveau centre de santé de référence a permis au ministre Koné de prendre toute la mesure de l'enjeu. Le personnel de santé travaille dans des conditions très difficiles et il y a même un problème de sécurité qui se pose par rapport à l'hivernage qui est attendu. Notre souci, c'est de faire que les services transfèrent sur le nouveau site dans les meilleurs délais. Le ministre a échangé avec les acteurs impliqués dans la réalisation des infrastructures ainsi que les autorités locales. Nous sommes entendus avec l'entreprise et le bureau de contrôle pour que les délais de 1 mois soient vraiment notre date limite pour que nous puissions procéder à la réception technique. Nous avons demandé à l'entrepreneur de produire tout de suite un plan d'achèvement et nous allons faire examiner ce plan d'achèvement par nos services techniques et par le bureau de contrôle, évaluer sa faisabilité. Les édifices du nouveau CCRF de Djema sont bâtis sur une superficie d'environ 10 hectares et les travaux ont coûté près de 840 millions de francs CFA à l'État et ses partenaires. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré ce vendredi 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose avec comme thème cette année la décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose au Mali. Rachel Tessouké, reportage. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire du sang. Elle est due à une malformation de l'hémoglobine dont le rôle est le transport de l'oxygène dans le sang. Au Mali, chaque année, 5 000 à 6 000 enfants naissent drépanocytaires. Pour faire face aux défis du moment en matière de lutte contre cette maladie, longtemps restée dans l'ombre, le premier axe que j'entrevois pour lever cette défi est d'abord le développement des ressources humaines capables de diagnostiquer la maladie et de prodiguer des soins spécifiques de qualité aux malades. Cette journée du 19 juin est une manifestation éclatante de la volonté de l'Association des malades et du CRD de conduire efficacement cette stratégie. La prise en charge des malades drépanocytaires doit être urgente. C'est ce qui justifie la pertinence du thème de l'édition 2015, la décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose au Mali. Il faut la formation de techniciens qui sont capables de reconnaître la maladie et de gérer les complications. Au-dessus de ça, il faudra, notamment au niveau des régions, ce qu'on a appelé, nous, des centres de compétences,
qui vont être là aussi à agir avec des missions de diagnostic, mais également des missions de recherche. Il faudrait certainement un centre de référence qui est capable de concevoir, d'éditer les bonnes pratiques, de faire la recherche et de faire la formation. La Fondation Orange Mali a fait un don de médicaments au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Le 10 centre a également organisé une séance de dépistage gratuit de la drépanocytose. Fin ce mercredi à Sikasso de la quinzaine de l'environnement, remise de prix aux lauréats du concours Quartier Propre, journalistes des meilleurs articles de presse et animation folklorique sont entre autres temps forts de la cérémonie qui était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le RTM Sikasso, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Les lampions se sont éteints sur la quinzaine de l'environnement délocalisée dans le Kénédougou. Au cours de cette quinzaine, plusieurs activités ont été menées, entre autres la remise de 3 camions bennes et 5 caissons par la première dame Keita Aminata Maïga à la mairie de Sikasso. Visite de la décharge finale où le compostage et le confinement des déchets biomédicaux sont des activités quotidiennes. La réalisation de plus de 5 hectares de plants dans la forêt de Zambala et Kabouila, la sensibilisation et l'information sur l'assainissement et l'orpaillage sur les radios de proximité de Sikasso. Au terme de ces 2 semaines de réflexion et d'action, mes remerciements les plus sincères vont à l'endroit des partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux représentants du système des Nations Unies. Le 4 juin dernier, Mme Keita Aminata Maïga, présidente de l'ONG AGIR et épouse du président de la République, dans cette même atmosphère sikassoise de grands jours, a lancé la quinzaine de l'environnement. Elle m'a chargé de vous renouveler ces remerciements auxquels je joins les miens propres pour votre mobilisation qui n'a pas fléchi durant ces 15 jours de communication et d'échange sur nos ressources naturelles, notre cadre de vie, nos aspirations à un développement meilleur et durable. Pour le concours Quartier Propre, c'est le quartier de Wayerma 1 qui se classe premier avec 1 million de francs CFA, plus du matériel d'assainissement suivi de Kabouila 1 et 2. Pour le meilleur article de presse, le quotidien national L'Essor arrive en tête, suivi du journal du 22 septembre et de La Relance. Et l'association Mousso Dambé enlève le prix de l'association féminine la plus dynamique. Vivement la prochaine édition. Un mot de la Semaine nationale du lait qui a permis de montrer l'importance du liquide précieux, surtout de l'insémination artificielle et la nécessité d'abandonner l'élevage de prestige. Et maintenant, place à l'évaluation de la dite semaine. Au micro de Ibrahima Tchoukari, écoutons Moussa Diabaté, le coordinateur de CAB d'Emessou. Après la première semaine nationale du lait local au Mali, nous avons tenu à faire une évaluation participative de cette semaine. Les participants à cette évaluation étaient suffisamment informés, renseignés sur le coût qui a surpris plus qu'un et par rapport aux résultats. Les gens ont été satisfaits et maintenant même il y a eu des cas où on doit même étendre la semaine à d'autres localités. Ce qu'ils ont apprécié déjà, ça c'est les thèmes qu'on a débattus lors de ça, c'est-à-dire l'importance du lait local, la stratégie de valorisation du lait local au Mali, la vie coopérative, l'amélioration génétique. Ça, vraiment, c'est des thèmes que les participants à la rencontre, vraiment, à cette semaine, ont beaucoup apprécié. Ça, c'est un. De deux aussi, ça a permis aux gens de connaître même les potentialités de ces différentes zones. Par exemple, si on prend la zone de Snegela, de Wélessé-Bougou, de Farabana, les gens n'avaient pas une certaine idée de la production, de la capacité de production, de collecte et de vente de ces différentes unités. Donc vraiment, au cours de ces différentes zones, journées, les gens ont appris qu'en plus de Kassela, dans le bassin laitier de Bamako, que nous avons d'autres bassins laitiers qui peuvent produire autant que Kassela ou bien qui vont dans les années à venir aussi égaler Kassela.
Les responsables de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré ont participé du 8 au 14 juin dernier à l'exposition universelle de Milan dont le thème était « Le développement durable, nourrir la planète ». Plus de 50 pays y étaient présents, nous dit Suleiman Kenza Sidibé. Le forum a regroupé les experts des organisations sous-régionales CEDEAO 6, l'UEMOA, celles frontalières comme l'OMVS ou l'ABN, les partenaires techniques et financiers au développement et les structures nationales de recherche des 17 pays de l'espace CEDEAO et les associations paysannes, pour dire que le climat mobilise et à juste raison. Il nous semble fondamental que la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion durable des terres, conformément à la déclaration de Niamey en avril 2015, la gestion de l'eau et de l'assainissement, l'appui aux institutions régionales pour la mise à jour des bases de données climatiques devront être les principales priorités de nos États pour les prochaines négociations. Les experts réunis à Bamako notaient avec ceci la vulnérabilité accentuée généralisée du changement climatique sur 5 secteurs clés. Il s'agit des productions végétales, animales, vivrières, les ressources en eau, l'agroforesterie et la pêche. D'où la nécessaire approche intégrée permettant de transformer les systèmes agricoles pour une productivité soutenue et augmenter les revenus des producteurs. Pour y parvenir, les experts tablent sur une alliance globale et un cadre de concertation entre pays, organismes pour faire face aux défis du changement climatique. Il est impérieux de mettre en place un dispositif de coordination de nos initiatives qui repose prioritairement sur 3 niveaux, institutionnel et politique, pour garantir une meilleure cohérence et synergie de nos interventions, scientifiques et techniques, pour renforcer nos capacités d'innovation et d'action, et enfin financiers, pour mutualiser nos ressources et favoriser la planification des interventions, non seulement judicieuses, mais qui s'inscrivent aussi dans le long terme. Il importe désormais aux décideurs d'intégrer ou de concrétiser toutes ces données dans les plans nationaux d'investissement agricole de nos différents pays. Séminaire de sensibilisation sur les chantiers de l'UEMOA dans le domaine de la santé et de la protection sociale. La rencontre de 3 jours se tient à Sélégué, l'initiative du bureau de la représentation de l'UEMOA dans notre pays. Fouséni Tounkara. Le bureau de représentation de l'UEMOA entend informer et sensibiliser les décideurs sur les chantiers communautaires dans le domaine de la santé et la protection sociale. L'accentuation de la pauvreté se traduisant par l'exclusion de plus grand nombre de nos populations des services sociaux de base et systèmes de protection sociale constituent de sérieuses menaces pour la paix sociale et pour la stabilité des États membres. En réponse à cette préoccupation majeure, la Commission a inscrit au rang de ces chantiers le soutien aux États qui, en dépit des résultats encore limités, s'engagent depuis ces 2 dernières décennies à mettre en œuvre des programmes visant à étendre de façon significative la couverture sanitaire et sociale au plus grand nombre. La rencontre de Sélégué doit être sanctionnée par les recommandations afin d'améliorer la mise en œuvre des programmes et textes communautaires au Mali. Les participants seront également dotés d'un plan d'action pour accélérer la mise en œuvre effective des réformes communautaires relatives à la santé et à la protection sociale. Comme vous le constatez, les initiatives régionales sont assez nombreuses. Et en notre qualité de bureau de représentation de la Commission de l'UEMOA au Mali, il nous revient de devoir d'en assurer la diffusion et de veiller à leur mise en œuvre. Prennent part à ce séminaire d'information et de sensibilisation les représentants des ambassades et consulats des États membres de l'UEMOA, plusieurs départements ministériels et les représentants des associations et mutuelles sociales. Don du gouvernement à la localité de Nioro du Sahel, le ministre des Affaires religieuses et du culte vient de doter les 16 communes du cercle de Nioro du Sahel d'un important lot de matériel de sonorisation et de Coran. Le reportage de notre correspondant permanent à Nioro du Sahel, Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette opération pour le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tchorno Amadou As Diallo, de remettre gracieusement aux femmes religieuses de Nioro un appareil de sonorisation, des chaises métalliques, des tribunes et des bâches et aux imams des mosquées des 16 communes du cercle, 1000 exemplaires de Saint-Coran.
C'est pour rassurer les religieux que l'État ne les oublie pas et que donc ce que nous demandons de leur part, c'est des bénédictions pour ce pays. Nous signons le 20 juin l'accord définitif par les parties non consentantes à l'époque, dites rebelles. Voilà, du 20 juin pour la paix. Alors donc, je crois que cela sera le départ d'un Mali nouveau qui, grâce à leurs prières, est en train quand même de voir jour. Au nom du président de la République, du Premier ministre, M. Modibo Keïta, donc les encourager à ces actions de prière, de grâce, d'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après Nourou du Sahel, le ministre Diallo et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à Djanweli, un village peul situé à 5 km à l'est. Là-bas, ils ont également remis à la mosquée de la localité un appareil de sonorisation, des notes de prière et des exemplaires de Saint-Coran. S'ils n'avaient pas fait ce geste, c'est ce qui nous aurait surpris. Et malgré cela, nous devons les remercier et leur dire que ces exemplaires de Coran, ces pages, ces sonorisations seront judicieusement utilisées afin que ces femmes, ces musulmans soient autonomes. La cérémonie a pris fin par une séance de recueillement sur la tombe du grand-père et homonyme du ministre, Fé Tchorno Amadou As Diallo, qui repose depuis plusieurs dizaines d'années dans les cimetières de la dite localité. À Ségou, la fondation Cheikh Mansour Haïdara et son partenaire Aide Directe accompagnent les populations dominées de Ségou dans le cadre de l'opération Ramadan. C'est à la faveur d'une remise de denrées de première nécessité à 100 ménages pour le démarrage du mois de Ramadan. Fousseini Toukara. Ce don est composé de 250 sacs de riz, 50 cartons d'huile, 1500 boîtes de petits pois, 20 kits de brouettes équipés. Il est le fruit du partenariat entre la Fondation Cheikh Mansour Haïdara et la Fondation Aide Directe en faveur de 100 ménages de la ville de Ségou. Une action qui devrait sans doute contribuer à amoindrir les souffrances des populations en ce début du mois de Ramadan. Tout d'abord, nous remercions le bon Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, la Fondation Cheikh Mansour Haïdara et Aide Directe, pour soutenir le mois de Carême, mois de Ramadan. Vivement pour l'année prochaine, Inch'Allah. Les bénéficiaires ont apprécié ces gestes à sa juste valeur. C'est vraiment une cérémonie qui devient traditionnelle. Et chaque année, à cette période, on se retrouve ici et par l'initiative de la Fondation pour faire face aux démunis. Chacun de son côté doit pouvoir en tout cas faire ce qu'il peut faire pour pouvoir aider nos populations qui en ont besoin. Et si la Fondation Cheikh Mansour avec son partenaire Aide, en tout cas, ont déjà occupé un volet, nous souhaitons que d'autres emportent le pas et surtout pour élargir le rayon d'intervention à l'endroit de nos populations démunies. Autre temps fort de cette cérémonie ont été la remise d'une dissection de l'association des artisans Nieta de Ségou au président de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara, suivi de la remise de 20 brouettes équipées aux 2 commissariats de police de Ségou pour l'assainissement de leur cadre de vie. Avant d'ouvrir à la page sport de cette édition, notez que dans le cadre de l'élection législative partielle en commune 5 du district de Bamako, vous pourrez suivre après ce journal les derniers messages de campagne des 2 candidats en lice pour le 2e tour. Il s'agit des candidats du RPM et de l'URD. Un prélude au match gala du Sida Foot qui aura lieu au stade Modibo Keïta ce dimanche après-midi. Les organisateurs étaient devant la presse. Cette 5e édition a été placée sous le signe de la paix et de la lutte contre Ebola, suivant les explications du représentant du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Dr Ousmane Diallo et Bouba Fane, le promoteur de l'événement. Ils sont au micro de Mamoutou Danti. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida, depuis la première édition, soutient officiellement l'association Sida Foot pour cette initiative. Nous profitons de cette occasion que Sida Foot nous donne pour vraiment véhiculer les messages de sensibilisation au niveau de la population générale et surtout envers les jeunes, pour vraiment les inciter à faire le dépistage. En dehors du foot, des équipes de dépistage seront tout autour du terrain, vraiment, et puis pour inciter les jeunes à aller vers le dépistage. Avec tout ce que le gouvernement du Mali met en œuvre dans le cadre de la lutte contre le sida, et surtout, nous avons un taux très bas de dépistage.
Donc c'est l'occasion pour nous vraiment de profiter de ce genre d'événement pour inciter les jeunes à aller vers le dépistage. Nous avons vraiment les grandes stars du football africain comme Gervinho, Max Alain Gradel. Nous avons Seydou Keita qui sera là et nous avons aussi l'homme le plus attendu du peuple malien, Adama Traoré du FC Barcelone et son grand frère Mohamed Traoré, nous Samasekou de l'Espérance sportive de Tunis et les aides du Mali avec Modibo Maïga. Donc ils seront tous là vraiment pour cette belle fête de Sida Foot. La particularité de cette 5e édition, c'est placée sous le signe de la lutte contre Ebola et la paix au Mali. Et aussi l'entrée est à 500 francs et 1000 francs et surtout nous allons distribuer plus de 5000 tickets gratuits aux élèves et étudiants. En même temps, l'entrée est gratuite pour les 1000 premières personnes qui se rendront au stade. Voilà, merci Bouba Fane. Je vous rappelle que le match aura bel et bien lieu au stade Modibo Keïta. C'est ce dimanche après-midi. Sport, toujours basketball. L'entraîneur des Aigles du Mali, basketteur Sylvain Lautier, a animé hier un point de presse. Le technicien français a notamment expliqué aux journalistes le programme de préparation de son équipe en vue de l'Afro Basket Tunisie 2015. Kodisibi. L'entraîneur Sylvain Lautier a fait la revue de sa troupe pendant ce premier stage après la qualification à l'Afro-Basket Tunisie 2015. Cette première sélection a été élargie pour permettre aux techniciens français de se faire une idée sur les ressources humaines et mettre déjà quelque chose en place en vue de la prochaine sélection définitive. Ça nous a permis de découvrir des joueurs venant entre autres des États-Unis, qui n'étaient pas là lors du match de qualification contre le Sénégal. Ça nous permet d'avoir une image d'ensemble avec les joueurs qui sont en Europe pour essayer de préparer un groupe de 20 et préparer un groupe de 15 qui commencera réellement la préparation à partir du 8 juillet. Les joueurs présents à ce stage sont pour la plupart ceux qui ont disputé la phase éliminatoire. 3 joueurs qui évoluent au niveau universitaire aux États-Unis ont rejoint le groupe. L'esprit d'équipe se développe. L'équipe est consciente de la tâche qui l'attend. Mais les objectifs restent clairs. Le premier match à la CAN n'est pas un match aisé, pas le match le plus facile. C'est certainement un des 2 matchs les plus difficiles puisque c'est contre le Cameroun et que là, il faudra être prêt le jour J. Et c'est l'intérêt de faire beaucoup de déplacements, c'est l'intérêt de rencontrer beaucoup d'équipes. Il y aura entre 6 et 8 matchs amicaux. Donc on est dans les meilleures conditions. Mais ce stage que l'on vient d'effectuer à Bamako nous permet de gagner du temps et de moins en perdre. La prochaine étape sera un autre stage à Bamako à partir du 8 juillet. On aura une idée plus claire, non seulement sur les 12 qui seront définitivement retenus pour la phase finale de l'Afro-Basket, mais le programme des tournois amicaux concoctés par la fédération pour peaufiner les derniers réglages avant le rendez-vous tunisien. Vous pourrez suivre juste après ce journal un magazine spécial sur la participation du chef de l'État au 25e sommet de l'Union africaine tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. À 13h et retrouver Khadija Toukone. Je serai là pour la grande édition du soir à 20h45. Bonsoir à tous.